Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette deuxième chaîne. Ça fait plaisir de vous retrouver pour un contenu, la première vidéo sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Première vidéo qui va porter du coup sur mes pronostics, sur les phases de poule et ensuite sur le tableau final. À partir du tableau final, on parlera aussi de chaque équipe particulièrement, les forces et faiblesses, brièvement bien évidemment, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Et l'objectif, c'est aussi de vous sortir un joueur, la star de l'équipe selon moi, et aussi un joueur qui pourrait vraiment éclore dans cette Coupe du Monde. Bien évidemment, ça ne sont que des pronostics personnels, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui vous pensez voir arriver en premier, deuxième de chaque groupe. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des désillusions, etc. Moi, je vais être plutôt sage en termes de classement dans les groupes et en termes de huitièmes de finalistes. On va commencer tout de suite avec le groupe A. Le groupe A est composé du Qatar, pays hôte, de l'Équateur, du Sénégal et des Pays-Bas. On va dire que dans ce groupe-là, on va voir peut-être deux équipes un petit peu plus fortes que les autres sur le papier. On a le Sénégal et les Pays-Bas. Ça va être deux équipes que je vais mettre moi personnellement en première et deuxième de groupe. Donc Sénégal en premier et Pays-Bas en deuxième. Je pense que le Sénégal arrivera à être premier de groupe. Je sais pas, je vois bien en fait les Sénégalais peut-être un petit peu moins favoris sur le papier que les Hollandais. Néanmoins, le fait qu'ils s'affrontent le premier match, ça aura un grand rôle parce que j'estime quand même que une grosse équipe qui va jouer son premier match contre, on va dire, son opposant le plus fort, aura soit une chance de vraiment marquer le coup direct, soit de complètement planter sa phase de groupe. On se rappelle par exemple en 2010 que la France avait commencé par un match nul contre l'Uruguay, qui était sûrement la meilleure équipe à côté donc de la France, sur le papier en tout cas, et au final ça a mis dans une mauvaise disposition parce que au deuxième match vous étiez obligé de gagner contre le Mexique. Bref, en tout cas, je vois bien le Sénégal l'emporter contre les Pays-Bas, ou en tout cas, on va dire ne pas perdre et du coup aller en première position, se qualifier, battre le Qatar, battre l'Équateur et du coup terminer devant les Pays-Bas. Attention quand même, parce que le Qatar, c'est le pays hôte, donc il y aura des supporters, même si, bon voilà, c'est pas forcément un pays de foot à première vue. Il se pourrait, un peu comme la Russie en 2018, que un élan populaire donne un petit peu plus de force à cette nation. Qui va en plus de ça jouer contre l'Équateur au premier match, qui est peut-être la troisième meilleure équipe de ce groupe si on met de côté le Qatar. Et c'est vrai que du coup l'Équateur s'est qualifié assez facilement entre guillemets dans sa zone du coup d'Amérique du Sud. En fait l'Équateur globalement ça va être l'équipe qui va faire l'arbitre entre guillemets pour moi. C'est-à-dire que le Sénégal et les Pays-Bas, c'est là où ils vont vraiment faire une différence, c'est dans le match contre l'Équateur, donc qui se joueront au match 2 et 3. L'Équateur, eux, devront absolument battre le Qatar, enfin le Qatar ou l'Équateur devront gagner pour espérer terminer deuxième de groupe en tout cas. Surtout si dans le premier match Sénégal-Pays-Bas, il y a un vainqueur. Donc moi, personnellement, je vois le Sénégal terminer premier devant les Pays-Bas, et du coup, ces deux équipes se retrouveraient en huitième de finale. On va commencer avec le groupe B également. Du coup, ce groupe B avec, on va dire, une équipe bien au-dessus des autres. Il y a, on va dire, un favori, une grande nation, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, l'Iran, les USA et le Pays de Galles. Il y a de grandes chances quand même que la deuxième place se joue entre les USA et le Pays de Galles. L'Iran devrait être dernier de groupe, normalement, à part grosse surprise. On ne sait jamais, hein, on se rappelle en 2014 du groupe de la mort qui était l'Italie, l'Uruguay, l'Angleterre, avec le Costa Rica qui était censé être la victime du groupe et au final qui a terminé première avec une éclosion notamment de Keylor Navas au plus haut niveau mondial. Donc, dans ce groupe, je vois bien évidemment l'Angleterre terminer première. Je pense que l'Angleterre va faire une phase de poule assez tranquille. Hein. Bon, le groupe n'est pas très compliqué. Et je pense que les USA termineront deuxième du groupe, devant le Pays de Galles et l'Iran. Je pense qu'en match USA-Pays de Galles, déjà il va être primordial, ça c'est sûr, mais je pense que le Pays de Galles aura plus de mal à battre l'Iran et aura plus de mal à embêter l'Angleterre que les USA. Les USA, franchement, je les vois vraiment aller en huitième et du coup être deuxième de ce groupe B. On rappelle d'ailleurs que le premier groupe A tombe contre le deuxième groupe B, premier groupe B tombe deuxième groupe A, etc. Entre tous les groupes en gros qui sont en gros par deux, A, B, C, D, E, F et G, H. Voilà, c'est pour vous rappeler. De toute façon, on verra ça dans le tableau final juste après. On va passer maintenant au groupe C avec l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique
et la Pologne. On a une équipe favorite dans ce groupe avec l'Argentine, gagnante de la Copa América 2021. L'Argentine, c'est la dernière de Messi, c'est la dernière de Di Maria, c'est la dernière de pas mal de joueurs de cette génération. Donc, il va falloir performer après une finale en 2014. Oui, 2014, c'est ça. Une élimination prématurée en huitième contre la France, qui du coup derrière est la gagnante. Donc, c'est vrai que généralement, l'Argentine se fait quand même battre par les futurs vainqueurs, quand même. On le voit en 2014 en finale, 2010, alors c'était contre l'Allemagne qui se sont fait battre, donc demi-finalistes. Bon, ils se font toujours battre par une équipe qui va quand même loin, même si eux vont pas forcément loin. Donc voilà, il va falloir performer pour l'Argentine dans un groupe plutôt abordable. Attention quand même au match du Mexique, c'est toujours une équipe qui va être embêtante pour les grosses nations. C'est une équipe joueuse. Attention également à la Pologne. Lewandowski, toujours, sa dernière Coupe du Monde. Donc il va vouloir performer, forcément, surtout qu'il va être dans une année un petit peu embêtante, on va pas se mentir, avec le Barça. L'Arabie Saoudite devrait terminer dernière de ce groupe. Moi, je vois personnellement l'Argentine terminer première de ce groupe avec 7 points, je pense. On devrait avoir le Mexique en deuxième, selon moi, et la Pologne en troisième. Je pense typiquement que Argentine-Mexique, ça peut faire match nul, par exemple. C'est typiquement un match, je pense, qui peut faire match nul. Sauf que le Mexique galérera plus à battre la Pologne que l'Argentine. Donc, je pense que ça sera Argentine 1, Mexique 2, qui se retrouveront du coup en huitième de finale. Dans le groupe D, c'est le groupe de la France, avec également l'Australie, qui sera notre premier match, le Danemark et la Tunisie. Donc, il faut savoir que, alors, l'Australie est peut-être l'équipe la moins forte du groupe, peut-être. Mais on a bien vu qu'en 2018, malgré le fait qu'on ait gagné la Coupe du Monde, on a fait une phase de poule un petit peu poussive, on va dire, même si on a terminé premier avec 7 points, sachant qu'on avait joué également l'Australie et qu'on allait jouer également le Danemark, et que le Danemark, on les a joués en dernier match, c'est-à-dire le match où on était sûr d'être qualifié, il fallait juste pas qu'on perde pour être premier groupe. Ça allait d'ailleurs très bien au Danemark de terminer deuxième de groupe, de se qualifier, c'est pas souvent qu'ils vont en huitième de Coupe du Monde, donc ça leur allait très très bien. Sauf que cette année, ils vont venir avec de meilleures ambitions. Le Danemark, c'est quand même demi-finaliste du dernier Euro, là où nous, on est ok, tenant du titre de la Coupe du Monde, mais on est seulement huitième de finaliste, avec une élimination prématurée contre la Suisse, on s'en rappelle. Et c'est vrai que du coup, il va falloir bien négocier ce premier match contre l'Australie sans aucun match amical pour le jouer. On a le dernier match contre la Tunisie. Je pense que si on a encore des chances de se qualifier dans le dernier match, ça peut le faire contre la Tunisie, sachant que ça sera une équipe, je pense, qui ne va pas forcément fermer le jeu. Et ça sera peut-être une équipe qui sera en course également pour la qualification, donc qui devra peut-être faire un résultat. Voilà, en tout cas, nous, il ne faut pas qu'on se foire contre l'Australie, parce que le Danemark, eux, je pense, ne vont pas se foirer contre la Tunisie. Je vois quand même l'équipe de France être première du groupe D, et le Danemark être deuxième, Tunisie troisième et Australie quatrième. Ça va vraiment dépendre de ce premier match. Si on bat l'Australie dès le premier match, derrière l'Australie, je crois qu'ils jouent, ils jouent contre la Tunisie. Donc derrière, ça sera le match entre guillemets de la dernière chance pour les deux. Nous, ça sera le match entre guillemets pour la première place. Et voilà, il faudra surtout pas perdre ce match contre le Danemark, sachant que le Danemark, c'est quand même un peu sur l'année 2021-22, c'est un petit peu notre épouvantail, entre guillemets. Je vois quand même France, Danemark en première position et deuxième position. Ensuite, on va parler du groupe E. Le groupe E, c'est sûrement le groupe de la mort. Le groupe... Alors, on va parler ensuite d'autres groupes qui sont, je trouve, un petit peu plus intéressants à suivre que celui-là, mais attention, le groupe E, deux énormes nations, l'Espagne et l'Allemagne, accompagnés du Costa Rica et du Japon. Attention au Costa Rica, on sait que le Costa Rica, dans des groupes un petit peu de la mort comme ça, ils peuvent performer. Donc attention quand même, avec toujours Keylor Navas en gardien, malheureusement, qui a beaucoup moins de rythme qu'avant, étant donné que bon, là, il ne joue pas avec Paris. Nous avons du coup l'Espagne, jeu pas très agréable, je vais pas vous mentir, enfin c'est pas ma tasse de thé l'Espagne, surtout que maintenant il y a quand même beaucoup moins de talent devant. Néanmoins, ça devrait se qualifier quand même. On a le Japon, attention au Japon également, qui aura à cœur de au moins faire aussi bien qu'en 2018. Très bonne prestation contre la Belgique pour le huitième de finale de l'année dernière et une qualification de la Belgique vraiment à l'arraché qui aurait pu permettre aux Japonais d'aller en quart de finale. Ça aurait été absolument exceptionnel et ça aurait été mérité parce que le groupe
dans lequel ils étaient tombés n'était pas forcément évident, un groupe assez homogène. Et ils s'en étaient tirés en étant deuxième. Ils avaient vraiment bien négocié ce match contre la Belgique. Dommage pour eux qu'ils n'aient pas tenu sur la fin. Mais voilà, il y a l'Allemagne qui fait quand même office de favori quand même dans ce groupe. Je trouve l'Allemagne plus solide que l'Espagne. L'Espagne est plus en recherche. Enfin, ils ont un fond de jeu bien huilé, mais sans réelle individualité qui va pouvoir faire une grosse différence sur des matchs compliqués. Ok, ils ont fait une demi-finale d'Euro et ils ont fait également une finale de Ligue des Nations. C'est quand même pas mal sur le papier, c'est pas mal. Mais bon, la Ligue des Nations, ils se sont qualifiés parce que bon, ils n'étaient pas forcément dans un groupe. Enfin voilà, en vrai, les groupes de Ligue des Nations, c'est simple. Généralement, tu as une grosse équipe avec toi. Si tu bats la grosse équipe, ou en tout cas que tu fais un meilleur parcours qu'elle, eh ben tu vas en Final Four. Et après, le Final Four, on l'a bien vu nous quand on a gagné la Ligue des Nations, ça se joue à rien contre la Belgique. À tout moment, on doit normalement être éliminé en demi-finale. Et au final, on y va et on va la gagner, quoi. Et même contre l'Espagne en finale, on n'est pas forcément meilleur, mais sur 2 actions, eh ben on est meilleur qu'eux, quoi. Même si, bon, le deuxième but est un peu litigieux. Mais il n'empêche que l'Espagne, je les vois plus comme une équipe qui, ok, contre les petites équipes, va pouvoir performer et tout, mais je les vois pas rouleau compresseur comme ils pouvaient l'être avant. Je les vois plus comme une très bonne équipe, mais pas un favori de cette compétition. Peut-être que ça me fera mentir, mais en tout cas, je les vois derrière l'Allemagne. Allemagne en première, Espagne quand même en deuxième, mais attention au Espagne-Japon. Le Espagne-Allemagne va être très très intéressant à suivre. Ça ne sera pas le premier match, du coup ça va être Allemagne-Japon. C'est ce qui me fait un peu peur pour le Japon, c'est que je me dis si l'Allemagne part bien dans cette compétition, ça voudra dire que le Japon se sera pris une première défaite. Et bon, ça peut être compliqué derrière de se relever. En tout cas, Allemagne en première, Espagne en deuxième pour moi. Ensuite, on va parler du groupe F, le groupe qui est du coup en duo avec le groupe E. Avec la Belgique, qui fait office de favori. Attention quand même à la Croatie. Je vois bien quand même la Croatie faire un petit peu déjouer la Belgique. Le Canada et le Maroc devraient terminer 3e et 4e. J'ai hâte de voir quand même ces deux équipes-là. C'est des équipes qu'on ne voit pas souvent à la Coupe du Monde. Bon, le Qatar, forcément, on ne les voit pas souvent. L'Italie, on ne les voit pas souvent. Malheureusement, bon, ils abusent et ils ne se qualifient pas. Mais bon, bref, en tout cas, je pense que la Belgique va quand même terminer première, la Croatie deuxième, mais attention, je pense que s'il peut avoir une surprise en termes d'une grosse équipe qui se fait malmener et termine peut-être deuxième, ça peut peut-être être là. Donc attention quand même à la Croatie, qui est quand même finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui n'a pas fait un Euro exceptionnel, qui s'est fait éliminer du coup en 8e de finale par l'Espagne, qui était quand même futur demi-finaliste. Mais qui quand même va aller au Final Four de Ligue des Nations, qui était dans un groupe avec le Danemark et la France, et qui au final a terminé première. Attention quand même à la Croatie, très très grosse équipe, et qui aura à cœur de faire une très bonne Coupe du Monde comme en 2018. Le groupe G maintenant, Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun. Alors c'est franchement, les 2 derniers groupes, je les trouve super intéressants. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va dire que dans chacun des 2 groupes, il y a une équipe, on va dire, qui ressort un peu. Le Brésil dans le groupe G et le Portugal dans le groupe H. Sauf que, déjà, alors peut-être pour le Portugal ça pourrait être un petit peu plus dur, je pense que le Brésil va quand même se qualifier en premier, mais je vois quand même le Portugal premier également du groupe H. Sauf qu'après, il n'y a pas de mauvaises équipes, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il n'y a que des équipes très différentes, et souvent de continents différents également. Donc on a Ghana, Uruguay et Corée du Sud dans le groupe H, donc pour le coup le groupe H c'est vraiment, t'as un Européen, un Africain, un Asiatique et un Sud-Américain. Franchement, c'est génial comme groupe, je trouve. Surtout que, même si le Portugal fait mine de favori quand même, eh bien, attention quand même, l'Uruguay, ça peut être très très bon. Ils ont des très très jeunes joueurs qui deviennent très intéressants là depuis cette année, depuis l'année dernière. Valverde, on a également Araujo. Bref, on va en reparler un petit peu après. Mais voilà, je vois quand même l'Uruguay terminer deuxième de ce groupe H. Mais attention au Ghana et à la Corée du Sud. La Corée du Sud, Heung-min Son, on connaît. Le Ghana, Thomas Partey notamment. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et surtout qu'il y aura un Portugal-Ghana en premier, Uruguay-Corée du Sud. Peut-être le Ghana un petit peu en dessous de la Corée du Sud. Donc peut-être plus simple pour le Portugal au début. À voir quand même. Et ensuite, donc groupe G, c'est pareil. Les 3 autres équipes sont plutôt homogènes. On a la Serbie, on a la Suisse et on a le Cameroun. Et donc, on va dire que le Cameroun a quelques très très bons joueurs et tout, mais fait peut-être office d'équipe qui sera peut-être la moins performante. Moi en tout cas je vois peut-être le Cameroun terminer dernière de ce groupe, la Suisse en 3e, je vois bien la Serbie terminer 2e. Alors le seul problème, c'est que la Serbie joue le Brésil en premier. Et que si le Brésil leur met une tôle dès le début, ça va être compliqué, parce que derrière t'as une énorme obligation de gagner contre la Suisse et le Cameroun. Sachant que derrière,
Si tu tombes contre celui qui a gagné le premier match, c'est-à-dire que lui va jouer, va fermer le jeu de ouf, va juste contrer, et toi tu vas devoir sortir pour justement gagner, passer devant cette équipe en se disant que le Brésil va sûrement gagner contre l'autre équipe et donc potentiellement fermer les chances de qualification de cette troisième équipe. Donc voilà, dans l'idée, ça peut être compliqué pour la Serbie, mais moi je les vois quand même terminer deuxième de ce groupe. Voilà, je pense avoir tout dit. Brésil premier, Serbie deuxième, et du coup dans le groupe H, Portugal premier et Uruguay deuxième. On va passer maintenant à la deuxième partie avec les huitièmes de finale dans un nouveau tableau. Voilà, donc on arrive sur la deuxième partie de la Coupe du Monde avec du coup les huitièmes de finale pour commencer. J'ai écrit du coup tous les petits noms par-ci par-là, donc pour fluidifier un petit peu la vidéo. Dites-moi vous déjà dans les commentaires qui vous voyez terminer premier, deuxième de groupe, etc. Qui vous voyez comme belle surprise, qui vous voyez comme échec, entre guillemets. On va débuter du coup ces huitièmes de finale avec Sénégal-États-Unis. Premier huitième de finale le 3 décembre. Avec une équipe du Sénégal qui, selon moi, se qualifiera en premier de ce groupe, même si absence plus ou moins confirmée de Sadio Mané sur les premiers matchs, il devrait être présent quand même pour les huitièmes de finale, en l'espérant. Ça serait dommage quand même de se passer du deuxième, du dernier ballon d'or et un super joueur. Au-delà de ça, le Sénégal, il y a quand même des joueurs qui jouent de façon très très habituelle dans des grands clubs en Europe. On en a pas mal qui sont passés par le championnat de France et tout. Franchement, des très gros joueurs. On attend notamment au tournant Kalidou Koulibaly qui fait une saison un petit peu en dents de scie avec Chelsea. Je regarde pas mal ses matchs du coup en étant supporter de Chelsea. Et c'est vrai que c'est pas forcément... Alors faut qu'il se fasse à ce nouveau championnat. C'est vrai qu'il a joué en Italie très longtemps. Mais au-delà de ça, bon, de très très bons joueurs du côté du Sénégal, qui je pense sera favori quand même contre les États-Unis. Les États-Unis avec quand même quelques points forts, et notamment, je trouve, deux joueurs que j'aime beaucoup, Tyler Adams et Aronson, du coup, qui jouent à Leeds, qui m'avaient fait forte impression quand je les avais vus jouer contre Chelsea. Donc hâte de les voir à cette Coupe du Monde, et je pense qu'ils peuvent faire vraiment du bien. Il y a Timothy Weah également, j'ai appris du coup qu'il était américain, en tout cas de nationalité sportive. Donc très content qu'il puisse jouer cette Coupe du Monde et peut-être exploser aux yeux de la planète et faire une grosse vente au niveau du LOSC, ça pourrait être sympa. En tout cas, je vois quand même le Sénégal l'emporter contre les États-Unis et du coup aller en quart de finale. Ensuite, deuxième huitième de finale, Argentine-Danemark. Argentine-Danemark, on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. Attention, le Danemark peut vraiment embêter l'Argentine. L'Argentine est quand même favorite, je vais quand même les faire passer, mais s'il y a bien à mettre une pièce sur une surprise en huitième de finale, c'est peut-être celle-ci. Attention quand même au Danemark, qui avec des joueurs d'expérience comme Eriksen, qui du coup va, je pense, avoir à cœur de faire une grosse compétition. Après, malheureusement, le terrible arrêt de son euro dès le premier match, dont on se souvient encore. On a également plein de joueurs qu'on connaît très bien, les Christiansen, les Joachim Melle, les Thomas Delaney, les Pierre-Emile Højbjerg. Bref, on a plein de joueurs de ouf. En attaque, on va avoir du Poulsen. On a Damsgaard également qui avait fait un très bon euro, même si maintenant c'est un peu moins bien. Mais voilà, bon, l'Argentine, on va pas les présenter. On a du Messi, on a du Di Maria, on a plein d'autres joueurs de ouf. C'est une des dernières possibilités pour toute cette grosse génération de faire gagner Messi notamment, mais aussi de marquer l'histoire de l'Argentine pour peut-être une troisième étoile. Donc je pense quand même voir l'Argentine passer et rejoindre le Sénégal en quart de finale. Ensuite, on va aller de l'autre côté du tableau pour aller vers Angleterre-Pays-Bas. Énorme huitième de finale, énorme huitième de finale. Il y aura déjà des gros matchs dès ce tour-là. Angleterre-Pays-Bas, deux nations importantes du football européen. L'Angleterre gagnant une fois la Coupe du Monde en 66. Les Pays-Bas plusieurs fois battus en finale. En 2010, dernière en date. Les Pays-Bas, il va peut-être leur manquer un petit peu de quelque chose en attaque. C'est vrai que leur leader d'attaque peut-être, ça va être Memphis Depay, mais c'est vrai qu'il joue très peu. Ça va être une de ses dernières chances malheureusement de briller au plus haut niveau, parce que bon, c'est vrai qu'il est un peu sur la pente descendante là depuis son départ de l'OL. En Angleterre, l'Angleterre c'est vraiment... En fait, sur le papier, l'Angleterre, c'est favori. Après, on ne sait jamais trop ce que ça va donner avec l'Angleterre. Parce qu'ils vont avoir plein d'occasions. Et au final, ils vont galérer quand même. Franchement, on a une liste, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À chaque ligne, il n'y a que du lourd. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Les Pays-Bas, ça va être une grosse défense, je pense, de ce tournoi. Sur ce match-là, ça va être assez serré. Mais je pense que la force offensive de l'Angleterre l'emportera sur la fin. Ça se voit à peu près en termes de milieu, en termes de défense, de très très haut niveau. En termes de gardien, les deux sélections sont un petit peu en manque.
Mais en attaque, on va pas se mentir, l'Angleterre c'est bien au-dessus. Je mets l'Angleterre en quart de finale. Ensuite, on va passer au huitième de finale de la France. France-Mexique. Attention au Mexique, comme je vous l'ai dit dans la phase de poule, c'est une équipe qui va souvent embêter les grosses. On se rappelle encore une fois du France-Mexique de Chicharito en 2010 qui nous a fait tant mal avec la mi-temps, Anelka, Domenech, etc. Un des très mauvais épisodes des 20-30 dernières années de l'histoire des Bleus. On n'a pas envie de revivre ça, hein, très franchement. Et si l'équipe de France pouvait l'emporter, ça pourrait être cool. Bon, je pense quand même qu'on est un petit peu mieux que le Mexique. Attention néanmoins, il devrait avoir Ochoa dans les buts. On sait que Ochoa, ça va sûrement être sa dernière compétition quand même à un moment. Il faut arrêter de déconner. Mais généralement, à la Coupe du Monde, il est chaud. Le Mexique, tout le temps, c'est des habitués des huitièmes de finale. Ils vont souvent pas plus loin, mais quand je vois qu'à l'Euro, la Suisse, ils vont tout le temps en huitième et ils vont pas plus loin. Et là, on leur a permis d'aller en quart parce qu'on sait pas tenir un match et on fait des compos un peu bizarres à mettre des Langlais titulaires. Bon, on sait jamais. Mais je pense quand même que la France va se qualifier et va rejoindre l'Angleterre en quart de finale pour un énorme choc. On repasse de l'autre côté pour un tableau absolument dingue. Allemagne-Croatie en huitième de finale. Le dernier finaliste contre l'Allemagne, une des plus grandes nations au monde en termes de foot. Je pense l'Allemagne quand même plus forte que la Croatie. C'est dommage pour la Croatie parce qu'en fait, s'ils terminent deuxième derrière la Belgique, et j'espère pour eux qu'ils termineront premier, mais en vrai, même dans le groupe F, malheureusement, que tu termines premier ou deuxième, en fait, tu tombes normalement contre l'Allemagne ou l'Espagne. Donc peu importe ce que tu fais, c'est un peu relou. C'est peut-être mieux d'être premier quand même, parce que si tu bats, donc là par exemple j'ai mis Belgique-Espagne de l'autre côté, tu tombes contre le gagnant de Portugal-Serbie. Là où de l'autre côté, tu as de grandes chances de tomber contre le Brésil. Donc c'est quand même mieux, peut-être, d'être premier de ce groupe F. Et au contraire, c'est peut-être mieux d'être deuxième du groupe E, donc pour l'Allemagne. En tout cas, si ce que j'ai proposé est respecté, ça sera Allemagne-Croatie. Je vois l'Allemagne se qualifier. La Croatie, c'est un des meilleurs milieux au monde, avec le trio Modric, Brozovic et Kovacic. J'adore Kovacic, vous le savez, hein, étant donné que c'est un joueur de Chelsea déjà, mais en plus un magnifique joueur, franchement un magnifique joueur. Et Modric forcément, hein, malheureusement qui a fait beaucoup de mal à Chelsea l'année dernière en Ligue des Champions, mais bon, super joueur et grand artisan de la victoire du Real l'année dernière. Attention à la Croatie. C'est peut-être en attaque qui va avoir un petit problème, un peu comme les Pays-Bas, parce que bon, on a du Kramaric, on a Ante Rebic, Milanet, très intéressant, mais ça manque un petit peu de qualité quand on regarde le milieu de terrain qui est de classe surmondiale. Mais voilà, je vois quand même l'Allemagne passer, malheureusement pour la Croatie qui s'arrêterait en huitième de finale. Pour aller face à l'Allemagne, eh bien, un gros match, Brésil-Uruguay, choc d'Amérique du Sud. Je vois quand même le Brésil l'emporter, bien évidemment un favori du tournoi. Contre l'Uruguay, je vois quand même le Brésil avoir du mal dans ce huitième de finale. Généralement, le Brésil a un petit peu mal dans les huitièmes de finale. On se rappelle notamment de leur huitième de finale en 2014, où ils avaient eu du mal contre le Chili notamment. Et donc on est un petit peu dans ce type de match-là, surtout que l'Uruguay s'est bien renforcé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Araujo en défense, qui va être un petit peu limite, mais peut-être remis à temps. Je pense pour les huitièmes de finale, ça devrait le faire. On a Valverde, bien évidemment, au milieu. On a Bentancur qui fait un très bon début de saison avec Tottenham. Même si je suis pas un énorme fan de ce joueur, bon, il fait un bon début de saison. Et en attaque, on a de l'expérience, du Cavani, du Suarez. Et on a également Darwin Núñez, la dernière trouvaille des attaquants uruguayens, qui monte en puissance avec Liverpool également sur ces dernières semaines. Donc à voir. À voir ce que ça donne, mais je pense quand même que le Brésil l'emportera avec ses Neymar, Richarlison, Rodrigo, Vinicius et autres attaquants, milieu, défenseurs de ouf. Sans compter sur les gardiens, parce qu'on va pas se mentir, quand t'as le gardien de City et Liverpool, c'est quand même pas mal. En tout cas, ça fait un beau quart de finale quand même, un gros quart de finale avec Allemagne-Brésil. On va faire les deux derniers huitièmes de finale avec du coup Belgique-Espagne. Énorme huitième de finale également. La Belgique qui, si elle termine premier du groupe F, ne serait pas trop épargnée jusqu'à la finale et potentiellement une victoire. Je vois la Belgique quand même moins bonne qu'en 2014 et en 2018. Parce que tu as un Eden Hazard vieillissant et beaucoup moins en forme. Tu as un Lukaku qui, pareil, n'est plus dans la forme de sa vie. Néanmoins, tu as quand même quelques joueurs intéressants. On va avoir du Leandro Trossard, super intéressant. On a du Tillmans qui, malgré le mauvais début de saison de Leicester, surnage. Et on a également 2-3 joueurs sympathiques au milieu. Des Charles de Ketteler du Milan. On a Kevin De Bruyne, bien évidemment. Troisième du Ballon d'Or, si je ne m'abuse. Franchement, on a quand même une équipe de ouf. On a l'Espagne en face, comme je vous l'ai dit. Pas des énormes individualités, notamment en attaque, mais un très gros fond de jeu. Personnellement, dans ce genre de match-là, je vois très clairement la Belgique l'emporter, même si ce sera un match très tactique, très sympa à suivre, mais je vois la Belgique l'emporter et éliminer l'Espagne dès les huitièmes. Pour le dernier huitième de finale,
Portugal-Serbie. Portugal-Serbie, c'est un très très gros match. Vous savez pourquoi? Parce que le Portugal a failli ne pas aller à cette Coupe du Monde. Parce que la Serbie a terminé première devant eux, avec un petit peu de polémique sur le match retour. Bref, en tout cas, ce match sera très intéressant à suivre, avec deux nations européennes de qualité. La Serbie qui revient bien, très franchement, avec une très bonne attaque. Mitrovic, Tadic et Vlahovic, un milieu avec du Milinkovic-Savic de grosse qualité, qui s'est bien rajeuni en défense. C'est vrai qu'avant on avait du Kolarov et du Ivanovic, c'était trop vieux, il fallait changer, et ça revient très 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 bien. Attention à la Serbie, vraiment, attention à la Serbie. Je vois quand même le Portugal l'emporter, mais attention. Voilà, on a nos quarts de finale, on va passer du coup au premier qui va se tenir, et le premier qui va se tenir, ça sera Allemagne-Brésil. Allemagne-Brésil, c'est deux des plus grosses nations au monde, deux des nations les mieux loties en termes de vivier national, avec des joueurs de classe mondiale à tous les postes. Je pense que sur le papier, c'est dans un top 5 très facilement, avec peut-être le Portugal, la France et l'Angleterre. Ce Allemagne-Brésil va être très intéressant, parce que le dernier Allemagne-Brésil en Coupe du Monde, c'était la demi-finale en 2014, qui s'était soldée sur un score de 7-1, je vous le rappelle. Le Brésil aura à cœur de se venger. C'est également une des dernières occasions pour Neymar de briller au niveau international. Peut-être qu'il pourra faire la prochaine Coupe du Monde, mais il risque quand même d'avoir un petit peu moins de rythme dans 4 ans. Sachant qu'on a l'éclosion quand même de gros talents au Brésil, on a Vinicius, on a Rodrigo. En attaque, on va également retrouver des Gabriel Jesus, des Richarlison. Au milieu, on a du Paqueta, on a du Guimarães. On a également du Casemiro pour l'expérience. Et l'expérience, il n'en manque pas parce qu'à côté, tu vas avoir des énormes gardiens. Tu vas avoir du Alisson, tu vas avoir du Ederson. En défense, le retour de Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, bref, une équipe de malades. L'Allemagne, c'est un peu pareil, mais en Europe, avec des pépites comme Jamal Musiala, comme Gnabry, comme Sané, mais également comme Moukoko, qui va du coup faire sa première Coupe du Monde à moins de 20 ans, je crois qu'il a 18 ans, un truc comme ça. Donc, incroyable. On a du Havertz aussi, et on a également pour l'expérience, pas mal de joueurs, style Neuer, style Müller, etc. Bref, on a des équipes, franchement, deux équipes qui sur le papier se valent. Pour l'histoire, je dirais que le Brésil se qualifierait. Ça serait beau que le Brésil se venge de 2014. Franchement, j'adorerais pour l'histoire, même si j'aime bien l'Allemagne, j'aime bien aussi le Brésil. Pour l'histoire, je trouve que ça serait sympa que le Brésil l'emporte. Deuxième quart de finale qui du coup déterminera l'adversaire du Brésil, Sénégal-Argentine. Énorme performance du Sénégal qui va en quart de finale de cette Coupe du Monde. Je vois néanmoins l'Argentine se qualifier contre un adversaire qui est peut-être le plus faible des quarts de finale. Ça dépendra aussi de si Sadio Mané est remis. Néanmoins, ça annonce un énorme match. Et attention quand même à l'Argentine, parce que le champion d'Afrique en titre aura à cœur de faire une très très belle Coupe du Monde. Et pourquoi pas être la première nation africaine à aller en demi-finale de Coupe du Monde. Ce qui est beau, c'est que comme du coup là, on a deux nations sud-américaines en demi-finale, on aura forcément une sud-américaine en finale. Et comme de l'autre côté, il n'y a que des nations européennes, on aura forcément deux demi-finales, une sud-américaine, une européenne, et une finale européenne contre sud-américaine. Franchement, c'est sympa. On va commencer par le premier quart de finale de ce côté européen avec Belgique-Portugal. Belgique-Portugal, c'est un petit peu le choc des équipes qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde, mais qui sont des grosses nations des dernières années. Si on doit citer de base une sélection qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde, mais qui est une grosse nation de foot, on citerait, je pense, tous les Pays-Bas. Néanmoins, depuis 10-15 ans, on va pas se mentir, la Belgique et le Portugal, c'est des gros clients. La Belgique, toujours bien placée dans les compétitions. Le Portugal, gagnant de la Première Ligue des Nations, gagnant de l'Euro 2016 également, et souvent bien placé également dans les autres compétitions. Dans ce match entre deux équipes qui ont un énorme vivier également, je vois celui du Portugal l'emporter parce que plus de joueurs de classe mondiale à l'instant T, quand tu as des Nuno Mendes, quand tu as des Cancelo qui sont au top du top européen, qu'on a des Ruben Neves, des Rui Patricio qui vont comme d'habitude te sortir une bonne compétition, qu'au milieu tu as l'émergence d'un Vitinha, qu'en attaque tu as toujours l'expérience de Ronaldo, la fougue de Rafael Leao et la magie d'un Joao Félix, et encore j'oublie plein d'autres joueurs, on ne peut que emmener cette équipe en demi-finale. Et pour le dernier quart de finale, c'est le match de l'équipe de France, Angleterre-France. Ce match, il va opposer un petit peu comme l'Allemagne et le Brésil, deux des équipes qui ont le plus gros vivier au monde. On a des joueurs de classe mondiale à chaque poste, peut-être un petit peu moins de blessures quand même du côté de l'Angleterre. C'est vrai qu'on n'a pas été épargné entre les blessures de Nkunku très récemment, celle de Maignan, celle de Kimpembe et également de notre milieu magique Pogba, Kanté. Mais je vois quand même l'équipe de France l'emporter contre l'Angleterre, un petit peu plus d'expérience et plus de joueurs qui ont prouvé des choses dans des atmosphères telles que la Ligue des Champions, l'Euro ou la Coupe du Monde. Eh bien écoutez, on va passer aux demi-finales maintenant. La demi-finale qui commence,
c'est la demi-finale sud-américaine. Brésil-Argentine, remake de la finale 2021, avec une volonté pour le Brésil, bien évidemment, de passer devant l'Argentine. Et je pense que ça sera fait. Je vois l'Argentine quand même avoir un vivier moins important, une équipe type moins forte, notamment en défense. Et je pense que c'est ce qui va pêcher. Et dans un match où ça va jouer pour une finale de Coupe du Monde, je pense que le Brésil l'emportera, et assez largement. Et maintenant, on va faire la deuxième demi-finale, France-Portugal. Remake de la demi-finale de 2006, également de la finale malheureusement perdue par l'équipe de France de 2016 à l'Euro. France-Portugal, généralement, ça nous réussit quand même plutôt bien, à part en 2016. Je vois quand même l'équipe de France l'emporter contre le Portugal, malgré un match et une atmosphère qui risquent d'être insoutenables. Voilà, on a notre affiche de la finale de la Coupe du Monde 2022, Brésil-France, remake de la finale de 98, bien évidemment, remake du quart de finale de 2006 où Zidane avait tant brillé, match qui nous réussit plutôt bien sur les 20-25 dernières années. Néanmoins, en cette fin de compétition, je verrai plus un Brésil l'emporter, avec autant de force de frappe, plus de sûreté défensive que l'équipe de France, et un milieu beaucoup plus rompu au combat dans ce genre de match. Vous l'aurez compris, pour moi, le Brésil gagnera sa 6e Coupe du Monde contre la France en finale dans un match qui s'annonce rude mais magique. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi s'il y a des moments où vous pensez que je me suis trompé. On verra ça en tout cas dans quelques semaines, dans quelques jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager un maximum. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur cette chaîne encore. Donc voilà, l'objectif est encore plus grand. Et je vais vous donner rendez-vous dès lundi soir pour une première soirée Coupe du Monde. Avec notamment la possibilité de parler du match Sénégal-Pays-Bas qui va être absolument dingue. D'ailleurs, peut-être suivi pour la deuxième partie du match tous ensemble. Et ensuite, on aura le bonheur de suivre le match États-Unis-Pays de Galles qui sera le premier match de ces deux nations. Un match palpitant et primordial pour la suite de la compétition. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur cette chaîne. Abonnez-vous et à plus.